Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de juillet frappait fort sur les routes poussiéreuses de Willow Creek, une bourgade du sud des États-Unis, où la chaleur semblait engourdir le bon sens autant que les esprits. Les cigales chantaient avec insistance, comme pour masquer le silence pesant qui enveloppait les rues. Les volets étaient mi-clos, les trottoirs déserts, et les regards, derrière les rideaux tirés, aussi étroits que les mentalités qui y résidaient. En apparence, Willow Creek était paisible. Ses maisons de bois peintes à la main, ses jardins bien taillés, et son petit centre-ville avec une église, une quincaillerie, et un dîner qui servait encore des milkshakes à l'ancienne. Mais sous cette façade charmante se nichait une réalité bien plus sombre, un racisme latent, glissé dans les conversations anodines, dans les regards appuyés, dans les choix, invisibles, des autorités locales. Les figures locales de l'ordre, notamment certains policiers et administrateurs de la ville, se considéraient encore comme les gardiens d'un « ordre établi ». Ils n'aimaient pas les étrangers. Encore moins ceux qui, par leur simple présence, brisaient l'illusion de leur supériorité silencieuse. Ce matin-là, à l'intersection de Jefferson Street et Oakland, un grondement sourd fit lever quelques têtes, un véhicule militaire tout-terrain, noir mat, aux vitres teintées, se gara doucement devant une station-service. Les pneus crissèrent légèrement sur le gravier chaud. La portière s'ouvrit dans un cliquetis sec. Une femme noire descendit, droite, ferme, imposante. Elle portait un jean foncé, des bottes de terrain en cuir usé, et une veste kaki légèrement ouverte sur un t-shirt gris. Son visage, marqué par l'expérience, respirait la détermination. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et son cou était orné d'une plaque métallique discrète, gravée simplement. Fields, Ayanna. US Army. Elle n'avait besoin d'aucun uniforme pour que sa posture parle pour elle. Sa façon de marcher, d'observer, de respirer même, transpirait la discipline, la vigilance. Elle était de celles qu'on ne pouvait pas ignorer. Pas par leur arrogance, elle n'en avait pas, mais par la gravité silencieuse qu'elle impose autour d'elle. Son regard balayait calmement l'environnement. Elle prit une inspiration, sentit l'air lourd et saturé de chaleur. Une mission personnelle, discrète, presque banale pour n'importe qui, rendre visite à sa mère hospitalisée, atteinte d'un cancer en phase de rémission. Une femme forte, ancienne institutrice, qui l'avait élevée seule avec fermeté et dignité. Mais ce que le colonel Ayanna Fields ignorait, c'est que cette simple halte à Willow Creek, cette visite intime et humaine, allait devenir bien plus que cela. Ayanna gara son véhicule devant la station-service, Miller S. Stop, une petite bâtisse vieillotte dont l'enseigne clignotait par intermittence sous le soleil de plomb. Elle coupa le moteur, prit une bouteille vide à remplir, et vérifia un message sur son téléphone. Elle avait reçu un appel manqué de l'hôpital, elle allait rappeler d'ici quelques minutes. En sortant du véhicule, la chaleur l'enveloppa aussitôt, épaisse, presque suffocante. Elle s'étira légèrement, ses bottes heurtant l'asphalte brûlant, puis fit un pas vers l'entrée du magasin. C'est à ce moment-là qu'elle croisa un regard. Dans une voiture de patrouille garée à quelques mètres, moteur tournant, vitres baissées, 3 policiers étaient en poste, l'air désœuvré. Mais dès qu'elle mit le pied sur le trottoir, leurs postures changèrent subtilement. L'agent Rick Coleman, visage taillé à la serpe, front ridé, moustache jaunie par la nicotine, la fixa comme si sa présence même constituait une offense. Il fronça les sourcils, lentement, comme s'il voyait quelque chose d'anormal, plutôt, quelque chose qu'il refusait de trouver normal. À ses côtés, le sergent Mike Blake, large d'épaules, mâchait avec agacement un chewing-gum dont l'odeur mentholée flottait dans l'air tiède de la voiture. Il avait ce regard vide de ceux qui ne pensent jamais devoir rendre compte de leurs gestes. Derrière eux, assis sur la banquette arrière, l'agent débutant Danny Doyle observait la scène. 23 ans, tout juste sorti de l'académie de police. Il n'avait pas encore vu grand-chose, mais il savait reconnaître une situation tendue. Coleman lança, à voix basse mais assez fort pour que les 2 autres entendent. « Tu la vois, Mike ? Une femme noire au volant d'un véhicule militaire ? Dans notre ville ? Elle ne doit pas être d'ici. » Blake hocha la tête, sans quitter Ayanna des yeux. « Allons la voir. Juste pour vérifier. »
Les portières claquèrent. Les deux hommes sortirent lentement, chacun ajustant leur ceinture, posant une main sur leur holster. Pas menaçant. Pas encore. Mais avec cette démarche calculée, lente, presque théâtrale, celle qui dit « Nous avons le pouvoir ici, et nous voulons que tu le saches ». Ayanna les vit approcher. Elle s'immobilisa, ses sens soudain en éveil. Ce n'était pas la première fois. Elle en avait vu d'autres. Mais elle sentait, comme chaque fois, ce frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale, ce mélange de vigilance, de lassitude, et de colère contrôlée. Coleman prit la parole le premier, la voix tranchante. « Madame, vos papiers. » Ayanna le regarda dans les yeux. Elle n'était ni agressive ni effrayée. Simplement calme. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, poliment, sans hausser le ton. « Contrôle de routine. »« Vous correspondez à une description » répondit Blake, comme s'il récitait une excuse apprise par cœur. Elle ne discuta pas. Elle savait comment ça se passait, chaque mot pouvait être tordu contre elle. Elle ouvrit son portefeuille, tendit son permis de conduire, et sa carte militaire, sobre et impeccable, sur laquelle on lisait clairement. Colonel Ayanna Fields, Forces armées des États-Unis. Coleman jeta à peine un coup d'œil. Il ne lut rien. Il se contenta de la toiser des pieds à la tête, comme pour jauger si sa présence dans ce véhicule, dans cette ville, dans cet uniforme, même en civil, avait quelque légitimité que ce soit. Il fit un signe de tête à Blake. Sortez de la voiture. Main sur le capot. Ayanna ne bougea pas immédiatement. Son regard s'assombrit, mais elle se maîtrisa. Elle inspira profondément. Officier, vous êtes en train de commettre une erreur. Je vous invite à relire les papiers que je viens de vous remettre. Son ton était ferme, mais encore parfaitement respectueux. Coleman haussa les épaules. Blake, déjà derrière elle, agrippa son bras sans ménagement et la poussa violemment contre le capot brûlant de son propre véhicule. « Obéissez, madame. Et cessez de parler. » La douleur du métal chauffé au soleil lui traversa la peau, mais elle ne cria pas. Elle se laissa faire, extérieurement calme, intérieurement glacée par une colère maîtrisée. Elle savait qu'à ce stade, toute résistance serait utilisée contre elle. L'officier Doyle, resté légèrement en retrait, observa la scène avec malaise. Il jeta des regards aux alentours. Des clients de la station-service s'étaient arrêtés. Un adolescent tenait son téléphone à la verticale. Une femme dans une voiture filmait aussi, les mains tremblantes. Blake commença à fouiller Ayanna sans précaution, avec brutalité. Rien sur elle. Elle ment, c'est sûr. Coleman attrapa son talkie-walkie, prêt à appeler du renfort. Mais Ayanna n'avait pas dit son dernier mot. Ayanna garda son calme. Son visage ne trahit rien, même lorsque les mains de l'agent Blake, épaisses et brutales, s'attardaient sans ménagement sur ses hanches et son dos. Elle respirait lentement, profondément, comme elle l'avait appris dans les zones de guerre, garder la tête froide quand tout menace de s'effondrer. Elle baissa légèrement le poignet, comme pour réajuster sa montre noire en titane. Ce geste, discret, précis, enclencha un protocole d'urgence militaire de niveau alpha rouge, réservé exclusivement aux officiers de haut rang faisant face à un danger immédiat et illégal, sur sol américain. Un bip silencieux confirma l'activation. À peine 2 secondes plus tard, son téléphone vibra brièvement. Un appel entrant, crypté. Elle réussit à glisser une main dans sa poche malgré la fouille, décrocha, et porta l'appareil à son oreille. Sa voix, posée, n'avait rien perdu de son autorité naturelle. Ici le colonel Ayanna Fields. Code Alpha Rouge confirmé. Localisation transmise. Je demande connexion immédiate au Pentagone. Priorité stratégique. Coleman, qui l'entendit clairement, éclata de rire. Blake, toujours accroupi près d'elle, ajouta avec un rictus méprisant. Le Pentagone ? Tu rêves, ma grande. Tu vas finir en cellule pour refus d'obtempérer. Et on verra ce que ton petit badge dira là-bas. L'officier Doyle, lui, commençait à perdre ses couleurs. Il jeta un regard aux alentours. Une femme filmait depuis sa voiture. D'autres passants commençaient à murmurer. Quelque chose clochait, il le sentait, mais il n'avait pas encore les mots pour le formuler.
Et puis, le ciel changea. D'abord, un grondement lointain. Un son sourd, régulier, s'intensifiant. Le bruit distinctif d'un hélicoptère militaire Black Hawk, fendant l'air à basse altitude. Coleman releva la tête, plissa les yeux. Blake se redressa brusquement. Puis ce fut le chaos, organisé, méthodique, inarrêtable. 3 véhicules blindés noirs surgirent à pleine vitesse depuis l'autoroute voisine, bloquant la station-service en une manœuvre éclair. Les pneus crissèrent sur l'asphalte. Les portières claquèrent dans un claquement métallique. Des hommes et femmes en uniforme en descendirent, visières abaissées, armes à l'épaule, parfaitement synchronisées. Le périmètre fut bouclé en moins d'1 minute. Un dernier SUV, plus sobre, se gara juste devant le véhicule d'Ayanna. La portière s'ouvrit doucement. Et le général Marcus Delaney apparut. Crâne rasé, regard d'acier, uniforme impeccable. Un homme connu pour avoir mené des opérations dans 5 pays et avoir été l'un des artisans du nouveau protocole de sécurité nationale. Le genre d'homme qu'on ne voit jamais en dehors du Capitole, sauf en cas de crise majeure. Il avança droit vers Ayanna, la foule figée dans un silence total. Même les cigales semblaient s'être tues. « Colonel Fields, tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton grave mais respectueux. Ayanna redressa les épaules. Elle s'éloigna du véhicule, lentement, maintenant que les soldats encadraient la scène. Elle secoua légèrement sa veste, recouvrant sa dignité blessée avec une précision chirurgicale. Son regard était glacial, mais sa voix toujours contrôlée. Ils m'ont interpellé sans motif. Ont ignoré mes papiers militaires. M'ont fouillé de force, et ont fait usage de brutalité sans provocation. Delaney hocha la tête. Il se retourna alors lentement vers les 3 policiers. Coleman, d'abord suffisant, commençait à blêmir. Blake, le visage tendu, avalait difficilement sa salive. Doyle semblait sur le point de vomir. Le général s'approcha d'eux, lentement, chaque pas comme un coup de marteau sur l'arrogance. « Messieurs, vous venez de poser les mains sur l'un des plus hauts gradés de l'armée américaine. Une femme décorée par 3 présidents successifs. Conseillère spéciale auprès du secrétaire à la Défense. Une figure nationale. Vos actes, filmés par plusieurs témoins, relèvent d'un crime fédéral. » Il marqua une pause. « Vous êtes immédiatement suspendu. Vos armes et insignes. Maintenant. » Coleman tenta de protester, balbutiant. Mais, on ne pouvait pas savoir. Delaney le coupa d'un ton tranchant. Vous avez vu une femme noire dans un véhicule imposant et ça vous a suffi. Ça, officier, c'est votre crime. Blake jeta un regard à Doyle, mais c'était trop tard. Les soldats les encerclèrent, récupérant leurs insignes et leurs armes. Autour, les passants filmaient encore. Certains applaudirent timidement, d'autres se contentaient d'observer en silence, bouche bée. Une vieille femme en fauteuil roulant murmura. C'est la première fois que je vois la justice arriver du ciel. Ayanna tourna les talons, s'approcha du général. Merci d'être venu. C'est notre devoir. Le vôtre est d'être debout. Et vous l'êtes. Toujours. Elle inclina légèrement la tête. Et pendant que les policiers étaient escortés vers les véhicules militaires, Ayanna Fields, le regard haut, traversa la foule, telle une géante sortie de l'ombre, victorieuse sans avoir levé le poing. L'incident fit le tour du pays en quelques heures. La vidéo de l'interpellation, capturée sous plusieurs angles par des clients de la station-service, montrait tout, l'hostilité injustifiée, la brutalité de l'arrestation, l'indifférence affichée face aux papiers militaires, puis, l'apparition quasi surnaturelle de l'hélicoptère militaire et des SUV noirs, l'arrivée solennelle du général Delaney, et enfin, le renversement de pouvoir, aussi net qu'électrique. Les images furent relayées à une vitesse fulgurante. Sur Twitter, les ## Colonel Fields, #le Pentagone répond, et #justice par le ciel devinrent viraux. En moins de 24 heures, les grandes chaînes d'information consacrèrent des éditions spéciales à ce qu'elles appelèrent un événement sans précédent. Les titres de la presse nationale claquaient comme des gifles. 3 policiers arrêtent une colonelle noire, le Pentagone débarque. Elle appelle le Pentagone en direct, et le ciel lui répond. Quand l'autorité légitime écrase l'abus en direct.
Sur les plateaux télévisés, les débats s'enflammèrent. Des journalistes, des anciens généraux, des représentants politiques, des militants antiracistes, tous s'accordaient sur une chose, le choc de voir une femme de ce rang humiliée pour ce qu'elle représentait, et non pour ce qu'elle avait fait. Certains commentateurs, la voix nouée, interrogeaient. Si une femme comme elle, bardée de médailles, respectée au plus haut niveau de l'État, peut être traînée comme une criminelle pour le simple fait d'être noire dans une petite ville, alors qu'en est-il de celles et ceux dont les noms restent inconnus? Des millions d'Américains découvrirent alors qui était réellement le colonel Ayanna Fields. Née à Birmingham, Alabama, dans l'un de ces quartiers qu'on ne mentionne jamais dans les brochures touristiques, elle avait grandi dans une maison modeste, où les volets ne fermaient plus et où la pluie s'invitait parfois dans le salon. Sa mère, infirmière à temps partiel, avait travaillé de nuit pendant 20 ans, tandis que son père, ouvrier dans une aciérie, rentrait le dos brisé et les mains couvertes de suie. Ayanna avait été une enfant studieuse, disciplinée, silencieuse. On disait d'elle qu'elle avait déjà, à 8 ans, le regard de ceux qui ont décidé de survivre. À 18 ans, elle s'engagea dans l'armée. Non pas par passion de la guerre, mais parce que c'était, pour elle, un chemin vers la dignité, l'autonomie et le respect. Elle gravit les échelons un à un, sans triche, sans raccourci. Dans chaque mission, elle s'illustra par sa stratégie, sa capacité à garder le sang-froid sous la pression, et par une humanité rare dans les zones de conflit. En Afghanistan, elle organisa une évacuation d'urgence d'une école pour filles menacées d'attentats, sauvant 73 enfants. En Irak, elle désamorça une crise diplomatique entre deux unités alliées en conflit, évitant une tragédie. Au Sahel, elle perdit 2 hommes sous son commandement, et porta leur cercueil jusqu'à l'avion elle-même, refusant qu'on le fasse à sa place. Décorée de la Légion du Mérite, de la Bronze Star et du Global Service Medal, elle avait accédé au rang de colonel dans un monde dominé par les hommes blancs, sans jamais se plier ni à la complaisance, ni au compromis. Et pourtant, ce matin-là, sur une aire d'essence de Willow Creek, sa couleur de peau avait suffi à effacer 30 ans de loyauté, de service et de sacrifice. Cette réalité, brutale et nue, fut impossible à ignorer pour l'opinion publique. Elle frappa comme une claque dans le visage d'une nation encore rongée par ses contradictions. La voix d'Ayanna fut ensuite diffusée dans un court extrait audio, capté par la ligne sécurisée lors de l'incident. Sa voix, posée, disait simplement. Ici le colonel Ayanna Fields. Code alpha rouge. Localisation transmise. Je demande connexion immédiate au Pentagone. Ce calme, cette maîtrise, cette autorité implacable dans une situation d'humiliation, c'était là toute sa grandeur. Elle devint, en quelques heures, le visage de 2 Amériques. L'une, qui avait construit son autorité à la force du mérite, de l'honneur, du service. L'autre, qui jugeait encore les gens à la teinte de leur peau, et non à la noblesse de leur parcours. Les 3 policiers furent suspendus dès le jour de l'incident, mais ce n'était que le début. En moins d'1 semaine, le ministère de la Justice annonça l'ouverture d'une enquête fédérale pour abus de pouvoir, usage excessif de la force et discrimination raciale aggravée. Le procès eut lieu à Washington D.C., dans une salle d'audience fédérale surveillée par les médias du monde entier. Le tribunal était comble. Des vétérans, des officiers supérieurs, des activistes des droits civiques, des journalistes internationaux, tous s'étaient déplacés pour voir de leurs yeux la femme que l'on appelait désormais la colonelle qui fit trembler l'arrogance. Lorsqu'Ayanna Fields entra dans la salle, en uniforme officiel, le silence fut total. Son port était toujours aussi droit. Elle n'avait pas changé depuis Willow Creek. Mais cette fois, elle ne portait pas seulement l'uniforme, elle portait le poids de tous ceux et celles que l'Amérique avait refusé de regarder en face. Elle s'avança à la barre pour témoigner. Aucune larme. Aucun éclat de voix. Juste une précision chirurgicale dans le récit. Elle décrivit les faits tels qu'ils s'étaient déroulés, minute par minute, geste par geste. Ni colère, ni vengeance. Seulement la clarté d'une vérité impossible à détourner. Et puis, au moment où le juge lui demanda si elle souhaitait ajouter quelque chose de personnel, elle s'arrêta. Son regard balaya la salle, puis elle dit d'une voix calme, mais qui portait comme une onde. Ce n'est pas pour moi que je me tiens ici aujourd'hui. Je suis en vie. J'ai eu des témoins. J'avais mon rang, et j'ai pu activer un protocole d'urgence que peu possèdent.
Mais combien sont ceux qui n'ont pas de caméra? Pas de badge? Pas de général pour descendre du ciel? Je suis ici pour eux. Pour celles et ceux qu'on arrête parce qu'ils ne correspondent pas au quartier, qu'on fait taire parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, qu'on oublie une fois qu'ils sont derrière une porte fermée. Moi, j'ai eu de la lumière. Ils n'ont que l'ombre. Ce procès n'est pas mon combat. C'est le leur. Un frisson parcourut la salle. Certains pleuraient. D'autres ne bougeaient plus, pétrifiés. Les trois accusés Coleman, Blake et Doyle évitaient son regard. Doyle, jeune, avait les yeux rouges de honte. Coleman, le visage dur, ne comprenait toujours pas comment sa toute-puissance s'était évaporée. Blake fixait le sol, écrasé par le poids d'un monde qu'il ne contrôlait plus. Les verdicts tombèrent. Coupables sur tous les chefs d'accusation. Coleman et Blake furent condamnés à plusieurs années de prison fédérale. Doyle, reconnu comme complice passif, fut condamné à une peine avec sursis et placé sous programme de rééducation obligatoire en justice réparatrice. Mais les répercussions ne s'arrêtèrent pas là. Sous la pression de l'opinion publique et après la diffusion virale du témoignage d'Ayanna, plusieurs États annoncèrent des réformes immédiates sur les protocoles de contrôle de routine, la formation des officiers de police et la surveillance indépendante des cas d'interpellation. Le maire de Willow Creek fut contraint de démissionner, après qu'on eut découvert qu'il avait étouffé plusieurs plaintes similaires contre les forces de l'ordre locales. Le chef de la police fut également suspendu, et une commission spéciale fédérale fut dépêchée pour auditer l'ensemble du commissariat. Plus de 20 dossiers d'arrestation furent réexaminés dans les semaines qui suivirent. Le Congrès lui-même convoqua Ayanna pour une audition publique exceptionnelle. Lors de son intervention au Sénat, retransmise en direct, elle parla avec la même gravité. L'armée m'a appris à protéger la nation. Mais aujourd'hui, je dois protéger cette nation d'elle-même. Le danger, ce n'est pas la frontière. Le danger, c'est cette habitude insidieuse de croire que certains valent plus que d'autres. Que certains doivent prouver leur humanité alors que d'autres la reçoivent par défaut. Tant que cette logique subsiste, aucun uniforme ne nous protégera, aucun rang ne nous lavera de la couleur de notre peau. Des sénateurs blancs, démocrates comme républicains, la saluèrent debout. Certains pour la forme. D'autres, visiblement, sincèrement touchés. Quelques mois plus tard, sur la façade de la base militaire de Fort Bragg, fut inaugurée une plaque sobre mais puissante, gravée dans le marbre sombre. En l'honneur du colonel Ayanna Fields, femme de courage, de dignité, et symbole d'une armée qui ne baisse jamais les yeux face à l'injustice. Ce jour-là, des vétérans, des jeunes soldats, des civils de tout le pays vinrent assister à la cérémonie. Ayanna ne prit pas la parole. Elle posa simplement une main sur la plaque, puis leva les yeux vers le ciel. Ce même ciel d'où était venue la réponse, ce jour-là. Et quelque part, dans un petit salon modeste de Birmingham, une fillette noire, en pyjama rose, assise devant un vieux téléviseur, regardait la retransmission. Ses yeux brillaient. Elle se tourna vers sa mère, et dit doucement. « Maman, moi aussi je veux devenir colonel. » Sa mère, les yeux pleins de larmes, la serra contre elle, sans un mot. Car pour la première fois, ce rêve n'était plus un fantasme. Il avait un visage. Un nom. Un modèle.